Qui vient nous voir aujourd'hui dans Destin Lorrain? Un homme dont le nom est indissociable de la lutte pour la préservation de l'industrie sidérurgique en Lorraine. Ouvrier, devenu leader syndical puis eurodéputé, il a incarné pendant des années la résistance face à la fermeture des hauts fourneaux dans la vallée de la Fensch. C'est un homme engagé qui a payé le prix de ses convictions et c'est un Destin Lorrain. Bonjour Édouard Martin. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes aujourd'hui, on peut le dire, loin des feux de la rampe médiatique que vous avez bien connue. Figure emblématique de la lutte ouvrière, député européen pour un mandat. Vous nous direz ce que vous faites aujourd'hui, mais je voudrais commencer par une date. Si je vous dis le 30 novembre 2012, quelle image vous revient en tête? C'est l'image de la trahison de Jean-Marc Ayrault, de ce gouvernement, puisque le 30 novembre, c'était la date butoir où le gouvernement devait décider si on reprenait l'activité par un autre industriel. Et c'est Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de l'époque, qui avait dit qu'il n'y aurait pas de nationalisation. Donc là, on a senti un coup de poignard dans le dos, un coup de poing dans l'estomac et on était abasourdis. 30 novembre 2012, c'est l'annonce de la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal Florange qui marque la fin de l'acier fabriqué en Lorraine. Je voudrais qu'on regarde cette archive. Voilà ce que vous dites ce jour-là. On regarde. Allez, oh. On a été trahis. Allez, c'est pas fini. La faible activité actuelle en Europe ne me permet pas d'envisager un redémarrage des hauts fourneaux à court terme. La filière liquide disparaît avec elle 629 emplois. Vous êtes senti trahi, vous l'avez dit. Je vous vois encore ému. Oui, je ressens encore les frissons, j'ai encore une boule dans le ventre parce que je me replonge. À ce moment-là, il y avait tellement d'espoir pour nous tous, mais pour la vallée aussi. Et ce qui est quand même dramatique d'entendre le Premier ministre de l'époque, c'est de dire que l'activité de l'époque ne permettait pas de redémarrer les hauts fourneaux. Je m'inscris en faux. On lui avait dit à l'époque que l'activité de l'acier a toujours été cyclique. La preuve, c'est que 3 ans après, on a importé l'équivalent de 5 fois la production de Florange de l'acier chinois. Donc ça veut dire qu'il y avait bien un marché pour Florange. Alors vous l'avez dit, il y avait le candidat Hollande qui est venu à Arcelor en vous donnant des garanties, comme l'avait fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy à Gandrange. Il y avait vraiment un moyen de sauver Florange. Bien sûr. D'ailleurs, il y a M. Bernard Serin qui est là en photo, qui a été pendant longtemps notre patron à Florange, qui connaît le site comme sa poche. D'ailleurs, c'est même son père qui a contribué à... Bernard Serin, qui est le président du FC-MES. Tout à fait, voilà, tout à fait, c'est aussi un industriel. Et donc, lui était prêt à reprendre les manettes de Florange, sauver Florange. Il avait des financeurs, il avait tout organisé de manière à pouvoir faire tourner Florange. Et d'ailleurs, à l'époque, il disait même que la première chose qu'il ferait, c'est de construire une deuxième ligne de galvanisé, l'acier galvanisé pour l'automobile. La preuve, ça a été fait quelques années plus tard. Donc, il était visionnaire déjà à l'époque. Alors, pourquoi ça ne s'est pas fait? Il faudrait demander à Jean-Marc Ayrault et à François Hollande. Je pense qu'ils ont eu peur des menaces de Mittal, parce qu'effectivement, j'ai cru comprendre que M. Mittal menaçait de quitter la France. C'est ça. Et comme j'avais dit à l'époque à Jean-Marc Ayrault, mais est-ce que vous imaginez M. Mittal quitter la France en pleine nuit avec un haut fourneau sous le bras? Je veux dire, on faisait de l'acier avant lui et on saura en faire après lui, quoi. Donc, mais voilà, donc je crois que le courage politique a manqué et c'est ce qui a fait que la décision de maintenir les hauts fourneaux n'a pas été prise. Vous pensez quoi de la politique à ce moment-là? Oh là, la politique, en tout cas des politiques, parce que la politique avec un P majuscule, la politique au sens noble du terme, là où on débat sur comment on organise la vie dans la cité. Alors des politiques, je précise. Des élus de l'époque, franchement, j'en pense pas. Droite ou gauche, hein, parce que oui, tous les mêmes, parce que comme vous l'avez justement rappelé, quelques temps avant, c'était Nicolas Sarkozy. À Gandrange. Et donc les deux mêmes, des promesses qui n'ont jamais été tenues. D'ailleurs, malheureusement, la Lorraine a trop souffert des promesses non tenues. On peut remonter à Mitterrand. Enfin, donc tout ça. Ce que je pense, c'est que
voilà des candidats. Enfin, lorsqu'ils sont candidats, ils viennent tous nous voir avec leurs gros bras, nous dire votez pour nous, vous allez voir ce que vous allez voir. Nous, on n'a peur de personne. Mais une fois qu'ils sont en place, ils ont peur de leur ombre. Vous imaginez le Premier ministre qui a peur des menaces d'un industriel, alors qu'il est censé défendre l'intérêt de la France, l'intérêt des citoyens. Je dis mais attendez, mais c'est quoi ça? Reste à ta place et laisse la place à un autre qui lui aura le courage. Grande désillusion pour vous? Très grande désillusion. Ça restera la pierre noire dans ma vie sociale parce qu'il y avait matière à sauver ces hauts-fourneaux. Et moi, je rebondis sur le fait, parce qu'après, les contestataires, y compris ceux qui ont pensé être de notre bord, disaient « Ouais, mais vous comprenez, refaire le haut-fourneau, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte 600 millions d'euros. » Mais oui, ça coûte 600 millions d'euros. Mais combien a coûté la réfection des hauts-fourneaux à Dunkerque? Combien a coûté la réfection des hauts-fourneaux à Fos? Combien a coûté la réfection des hauts-fourneaux à Riron en Espagne? La même somme. Je veux dire, c'est pas plus cher à Lorraine qu'ailleurs. Et l'attractivité du site de la Lorraine, et notamment de Florange, c'est que dans un rayon de 300 km, nous avons les plus grands constructeurs automobiles. Ouais. Et ça, c'est une qualité que personne d'autre n'a. Désillusion, trahison, et pourtant, en 2013, vous allez vous engager en politique. Alors, 2014, vous êtes désigné tête de liste PS aux élections européennes de 2014 dans le Grand Est, que vous remportez. Qui vient vous chercher? Qui vous a convaincu d'opérer cette mue? Alors, qui m'a convaincu? Ce sont les copains de Florange, mes collègues de combat, ceux qui ont passé le plus clair du temps à mes côtés pendant ce conflit. Alors, celui qui vient me chercher, c'est Jean-Marc Todeschini, qui est l'ancien sénateur de Moselle, qui est un ami proche de François Hollande. Ancien secrétaire d'État chargé des anciens combattants. Tout à fait. À l'époque, il n'était pas... Si, je crois qu'il l'était. Il l'était déjà. Et c'est un soir, il m'appelle en disant qu'il voulait me voir. Alors, moi, je lui dis, écoute, si c'est pour me parler encore des griefs que j'ai contre vous, on n'a rien à se dire. Enfin bref, il me dit, non, c'est personnel. Donc, j'y suis allé, et puis là, la grande surprise, il me dit... Il vous présente ça comment? Il dit, on a pensé à toi pour être candidat aux élections européennes. Et comment vous réagissez? Alors moi, un éclat de rire. Passez-moi l'expression. Je dis, mais vous foutez de moi, quoi. Avec tout ce que pour vous, c'était pas possible. C'était pas possible, inimaginable. On a passé 1 heure, il a essayé de me convaincre pendant 1 heure. Je l'ai quitté sur un désaccord. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti quand même dans ce combat et que vous avez engagé? J'ai presque envie de dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais moi, c'est surtout les amis qui m'ont fait changer d'avis, parce que pour moi, c'était un non-événement, donc j'en ai pas parlé. Et puis, quelques semaines après, il y a eu une fuite de la presse, un entrefilé où il était écrit le PS pense à Édouard Martin pour la tête de liste aux européennes. Et donc, les copains me posent la question. Je dis oui, je vous rassure, c'est vrai qu'ils m'ont approché, mais je vous rassure, j'ai refusé. Et là, la réaction de mes copains a été contraire à celle que j'imaginais. Moi, je pensais qu'ils allaient me dire « Ah, c'est bien ». Ils vous disent quoi? Vas-y. Et mais ils me disent « Mais t'es idiot, il faut y aller ». Pour une fois qu'on a un ouvrier qui peut être eurodéputé, qui peut défendre, c'est la continuité du combat de Florange, c'est défendre l'industrie au niveau européen. Alors, vous allez vous engager, évidemment, cet engagement va être commenté. Vous devenez une fierté pour certains et un traître pour d'autres. Comment vous le vivez? Écoutez, moi, vous savez, ceux qui m'ont insulté de la sorte, ce sont jamais ceux-là qui ont dit du bien de moi. De tout temps, ils m'ont toujours critiqué. Quoi qu'on fasse avec ces gens-là, je serai toujours, je serai jamais leur ami. Donc, j'ai fait fi de tout ça. Moi, je savais, une fois que j'ai décidé d'y aller, je savais pourquoi j'y allais. C'était pour défendre l'industrie, pour défendre le monde du travail, pour défendre une concurrence loyal, si on peut dire ça. Notamment, je fais partie de ceux, et c'est moi qui étais le premier à prendre le bâton de pèlerin, pour empêcher que la Commission européenne ne reconnaisse le statut d'économie de marché à la Chine. On est déjà suffisamment concurrencé de manière illégale. Imaginez si on l'avait reconnu, ce statut-là. Alors, je voudrais qu'on revienne au premier jour. Quand vous arrivez au Parlement, le premier jour, vous dites quoi? Vous êtes fier? Vous êtes inquiet? Vous êtes un des premiers ouvriers, en tout cas français, peut-être le premier, en tout cas issu de l'industrie, qui entre au Parlement européen. Vous pensez à qui? Alors, je pense à mes amis, évidemment, mais je pense à une personne qui m'est chère, mon père. Disparu. Mon père voilà, j'ai été élu le 25 mai 2014 et mon papa est décédé le 22 avril 2014, donc 1 an avant mon élection. Et je pense que lui aurait été fier parce que immigré espagnol, venu en France travailler dans la sidérurgie toute sa vie, ne sachant à peine lire et écrire, voir son fils arriver à une institution comme l'Europe, et lui, qui mieux que lui savait ce que l'Europe a apporté à un pays comme l'Espagne,
il aurait été très fier. Donc je pense beaucoup à lui. Et votre maman pleure, mais... Maman inquiète, ma mère m'a pas... Elle pleure pas de joie. Non, tout à fait, elle pleure pas de joie. Elle m'a pas félicité lorsque j'ai été élu parce qu'elle a eu peur. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, je te préviens mon fils, je t'ai à l'œil, j'espère que tu vas pas devenir comme les autres politiques. Voulant dire, voilà, je dis, maman, je te rassure, vu l'éducation que tu m'as donnée, etc., je ne suis pas prêt de tomber là-dedans, mais voilà, au cas où, n'hésite pas à me botter les fesses. Mais ça s'est bien passé. Ouais. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui dans votre engagement politique? Le premier texte qui a été voté au Parlement européen sur l'ajustement carbone aux frontières, c'était le 11 décembre 2015. Tout à fait. Premier texte que je fais voter, un rapport d'initiative, à mon initiative, et personne n'en voulait. Ni la Commission européenne, ni le Parlement européen n'en voulaient, parce que, vous savez, au Parlement européen, il ne suffit pas de dire « je veux » et on vous donne. Il a fallu faire des pieds et des mains, aller convaincre l'ensemble des chefs de parti, dire... parce que c'est quoi l'intérêt de ce texte-là? C'est de dire, écoutez, il faut défendre l'industrie, il faut se doter d'outils pour mieux lutter contre la concurrence déloyale. Vous n'avez fait qu'un mandat, mais vous l'aviez annoncé dès le départ, parce que vous dites, c'est votre discours, il ne faut pas professionnaliser la politique. Je reste toujours sur cette même optique. La politique, c'est sain. J'aime beaucoup le débat politique, mais je n'aime pas du tout les professionnels de la politique. Donc, après ce mandat-là, après ce rôle de député, vous repartez dans le monde de la société civile, de l'entreprise, c'est ce que je voulais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, du coup, ça a été la traversée du désert. Parce que je savais que j'allais avoir un peu de mal à trouver du travail. Que ça allait pas 18 mois de chômage, c'est ça? Quasiment 19 mois de chômage. J'ai envoyé, je ne sais pas, je pense, plus de 400 CV, plus de 400 lettres de motivation. Et voilà. Et pour beaucoup, malheureusement, de chefs d'entreprise, j'étais encore perçu comme l'ennemi de l'entreprise. Et comme j'avais dit une fois à un chef d'entreprise, vous en connaissez beaucoup, vous, des patrons qui marchent à pied 350 km pour défendre son entreprise. Vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille pour la société Valo, le cœur du métier, c'est l'économie circulaire. On collecte tous nos déchets, on leur redonne une deuxième vie, on les recycle. Et puis en même temps, mon patron, Philippe Leroux-Villois, avait créé en 2015 des agences de travail temporaire d'insertion. Ouais. Donc je m'occupe des personnes les plus éloignées du monde du travail, bénéficiaires du RSA, personnes handicapées, chômeurs de longue durée, à trouver du travail. Merci beaucoup Édouard Martin, merci d'avoir accepté. Merci à vous pour l'invitation. Avec nous sur ce parcours hors norme. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Destin Lorrain.